Au Maroc, Azila signifie l'oublié. Et c'est vrai que la ville a été longtemps oubliée, quelque part entre Tanger au nord et le grand port de Larache au sud. Azila est encore plus oubliée l'hiver, quand les vacanciers ont cadenassé leur résidence d'été. Mais la ville ne s'endort pas tout à fait. Quelques pêcheurs animent encore les ruelles de la Médina. À sa manière, Francis est aussi un pêcheur. Cela fait 7 ans qu'il s'est installé à Azila pour y faire une précieuse récolte, celle du corail. Francis et une poignée de plongeurs ont donné à la ville d'Azila un titre de notoriété qui l'a fait sortir de l'oubli. Au Maroc, elle est la capitale de ce que l'on appelle ici Morjan, un nom qui transporte dans tout le monde arabe une caravane de croyances et de légendes. Ailleurs, on l'appelle aussi l'or rouge, comme cette récolte sanguine qui teinte les vitrines d'Azila. Dans la Médina, le visage de Francis est devenu familier. La silhouette du corailleur inséparable de son sac fait partie du décor. Alors, au départ j'étais dans un petit village à Carène et j'ai voulu être jockey. Et ma mère n'a pas voulu, m'a dit c'est un métier dangereux, prendre des risques. Et j'ai cherché autre chose. Et je suis tombé sur une école de plongée dans ce village et j'ai fini comme plongeur. De là, j'ai suivi un itinéraire à peu près régulier, les travaux publics, l'offshore. Avec l'offshore, j'ai travaillé un peu sur toutes les mers du monde. On a fait le Pacifique, l'Atlantique, la mer du Nord, le golfe Persique. Ensuite, j'ai rencontré un collègue qui m'a présenté le corail. Ça m'a bien plu. Et on est venu travailler sur le Maroc. On est resté quelques temps dans le nord du Maroc. Et depuis, on est sur Azila depuis quelques années. Et bon, tant qu'il y aura un peu de corail, on reste travailler là. Voilà. Ça va ? Une enfant, Solène, et une femme, Cathy, partagent la vie nomade de Francis. Les remparts datent de l'époque portugaise, avant que la ville ne tombe aux mains des Espagnols. La langue hispanique est restée. Certaines traditions aussi, comme cette habitude qu'ont les habitants de déambuler en fin de journée. Le Daron Paseo. Les femmes, sous le regard des hommes, s'attardent près des bijouteries. Si le corail est une pierre que l'on regarde, qui est belle, c'est aussi un porte-bonheur. Grâce à lui, on se protège des mauvaises influences et des êtres maléfiques. Plusieurs arrière-boutiques se sont transformées en ateliers. Des jeunes d'Azila se sont initiés à l'art de la taille sous la houlette de Larbi, un ancien commerçant fasciné par le corail. Lorsqu'on est sur la berge et qu'on regarde la mer, on ne voit que la surface. On ne sait rien des profondeurs, on ne les voit pas. C'est pareil pour le corail. Il y a bien sa couleur rouge, mais on a beau le regarder, on ne peut percer son mystère. La passion du corail a fixé des voyageurs derrière les remparts. Des bijoutiers, mais aussi d'autres hommes venus de loin. Juan Paquera, le Galicien. Ivan, ancien plongeur de la mer Noire. Paolo, l'Italien. Georges, l'Eurasien. Marc, marin breton,
fils et petit-fils de marins bretons. Juan l'Espagnol, Dadi de Tétouan, ancien pêcheur de Mérou. Une dizaine de plongeurs confirmés parmi les derniers corailleurs itinérants au monde. Et il y a Francis, bien sûr. Les corailleurs viennent au port tous les matins à l'aube et décident, chacun après avoir scruté la mer, de s'embarquer ou de rester à quai. Cela fait une semaine que les plongeurs ne sont pas sortis à cause du chergui, un vent que tous les marins redoutent et qui prend souvent ses quartiers dans la région. Ce matin, les conditions sont bonnes pour une sortie en mer. En quelques années, près de 20 tonnes de cet or rouge ont été arrachées à l'océan. D'ordinaire, le corail rouge se pêche en Méditerranée. Azila a prouvé que le corail avait franchi le détroit de Gibraltar et se répandait le long des côtes de l'Atlantique. On en exploite même un petit filon tout au sud, près du Cap Vert. On part pas vraiment pour la promenade, hein. On part pour chercher du corail. Donc tous les jours, on a l'espoir de tomber dessus. On reste toujours le rêve aussi de tomber sur la grosse branche de corail. Alors tous les matins, quand tu sautes à l'eau, tu te dis je vais tomber dessus. À chaque fois que tu tournes un coin de roche, tu te dis elle va être là. Et puis tous les jours, tu passes à côté, quoi. Mais le rêve, il reste là quand même. L'œil rivé sur le sondeur qui reproduit sur son écran tout le relief des fonds marins, Francis choisit de plonger au large du Cap Spartel, la pointe nord-ouest de l'Afrique. Le courant y est beaucoup plus fort que sur la zone de pêche habituelle, en face d'Azila, mais l'eau y est aussi bien plus claire. Tira. Ça fait, on peut avancer. Avance un peu. C'est bon. Allez, on y va. Un corailleur travaille longtemps pour former un marin, capable de l'assister durant toutes les phases de la plongée, et surtout en cas d'urgence. Mustapha connaît son travail, et les deux hommes économisent gestes et paroles pour se comprendre. La plongée a commencé. Francis s'est déjà isolé du monde en surface. Et la plongée au corail est une des plus belles plongées que tu peux faire. Une des plongées limite, vraiment limite, où tu es tout seul, avec toi, il n'y a personne derrière. Les plongeurs d'Azila doivent souvent descendre à plus de 80 mètres de profondeur pour espérer trouver un filon d'or rouge. Tous travaillent à l'air comprimé. En respirant ce gaz, les plongeurs ressentent les effets de la narcose, l'ivresse des profondeurs, dès qu'ils dépassent les 50 mètres.
Comme abattu par un alcool surpuissant, celui qui en souffre perd parfois connaissance sans avoir le moindre réflexe de survie. Mais les gestes de Francis sont mécaniques et les réflexes rodés par des milliers de plongées. Le corail d'Azila est apprécié pour sa teinte sanguine. Sous l'eau, cet animal étonnant offre toute une palette de couleurs, passant du blanc quand il est en fleurs à l'orange quand il est cueilli. Plus tard, à la surface, il dévoilera un rouge vermillon, sa dernière couleur. Francis a une réserve d'air qui lui accorde une vingtaine de minutes de travail au fond. Ce sont les bulles qui renseignent les marins sur la position des plongeurs. Il faut être vigilant. Le courant a vite fait d'éloigner un homme sous la mer. Le travail le plus fastidieux commence à la fin de la récolte. Il faut remonter progressivement et faire des paliers de décompression pour accoutumer l'organisme à une pression normale. Le parachute remonte seul avec la cueillette de corail. Francis devra patienter plus d'1 heure sous l'eau. Francis fait son dernier palier à 9 mètres, avant de remonter à la surface sans se décomprimer à 3 mètres. Il n'y a pas de temps à perdre. Francis a 4 ou 5 minutes pour se déshabiller avant de s'enfermer dans le caisson de décompression. 1 minute de perdu, et c'est le risque de l'évanouissement ou de la paralysie. Le jus qu'il y a. Dans le caisson, Francis replonge artificiellement à la profondeur où il a abandonné son palier. C'est une méthode très risquée, mais qui a l'avantage de protéger le plongeur du froid et de gagner beaucoup de temps.
Fermé. Hey! Francis et les autres sont des nomades de la mer. Les années depuis le départ de leur port d'origine ne se comptent plus. J'ai plus autant envie de retourner là-bas. Parce que je ne retrouverai pas ce que j'ai laissé, quoi. Au bout d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, tes attaches pour le travail, même tes attaches affectives, tu en as beaucoup plus sur l'extérieur que sur la France. On est des gens sans frontières. On suit le corail, en fin de compte. On suit le corail. Notre pays d'attache, c'est la mer. Donc partout où il y a de l'eau, il risque d'y avoir du corail et il y aura des corailleurs. Dans un clan comme dans celui des corailleurs, il y a toujours les anciens, ceux qui ont tout connu, tout vécu. À Azila, il y a Dadi le Marocain, 60 ans, l'ancien pêcheur de Mérou qui a découvert le corail au large du port, et Marco, l'Italien. Tu sais, quand je suis arrivé ici, les pêcheurs de langoustes remontaient du corail dans leurs filets. Mais ils le jetaient à la mer. Ils ne savaient pas que ça avait de la valeur, ça les encombrait. Alors ils le jetaient à la mer. J'ai commencé par leur en acheter à un prix dérisoire. Et puis j'ai plongé. C'est comme ça que toute l'aventure a commencé. Et puis 18 bateaux sont arrivés et avec eux près de 60 plongeurs. Oui, il n'y a pas de limitation de plongeurs. Et qu'est-ce qui se passe? Le corail baisse de valeur, il se raréfie. Et tu sais qu'il faudra plus de 100 ou 150 ans pour que les branches reprennent une taille normale. À ce moment-là, on sera tous morts. Les réserves s'épuisent. Les autorités ne protègent pas grand-chose. Mais la plupart des grands corailleurs restent encore sur place, comme si Azila pouvait promettre d'autres saisons miraculeuses. Francis est de ceux-là, mais il y a aussi Juan l'Espagnol, véritable phénomène de la nature qui reste 2 fois plus longtemps que les autres au fond de l'eau. Cet homme aux poumons fantastiques a aussi la main de la fortune. En 8 ans, Juan a remonté près de 2 tonnes de corail. Je me sens un peu chez moi ici. Je capte la télévision espagnole, les gens parlent espagnol, surtout les vieux qui me racontent la vie d'avant l'indépendance. Ils me racontent des choses, des histoires du passé. En fait, ça va. Je me sens ici chez moi. Dans le clan des corailleurs, il y a les nomades, comme Francis, et il y a les autres, qui s'installent lors d'une escale. C'est ce qu'a fait Juan en ouvrant la plus grande fabrique d'Azila et en se mariant avec une femme de la ville.
invertí en un taller de confección. En este taller a veces hemos tenido hasta 100 personas. J'ai investi dans un atelier de confection où nous employons près de 100 personnes. Cela dépend de l'époque et de la conjoncture économique. Parfois la demande est forte, parfois il y a des crises entre le Maroc et l'Espagne qui nous perturbent, comme le problème de la pêche et des camionneurs. En ce moment, nous sommes obligés d'envoyer notre production par la France. Et cela revient très cher. Voilà, quelquefois nous n'avons pas grand-chose pour faire tourner la fabrique, parfois rien. Nous perdons même de l'argent. La vente tombe à pic pour renflouer la société. Mais les acheteurs venus de Naples sont de plus en plus difficiles et discutent âprement un corail qui vaut entre 3 et 4 000 francs le kilo. El corallo non sta malo. Sta morto, no, questo sa, guarda, tu lavate sei, è tutto corallo morto. Poi abbiamo pure le conchiglie, cioè vai, vedi le conchiglie. No, hombre, esto es un... Abbiamo pure le conchiglie qua. Sta bene al stemo negozio, Gio. Poniamo. La prossima vez sarà. Lo siento. En attendant de conclure une vente dont les négociations durent parfois plusieurs jours, Juan retourne au corail. Ce matin, il est le premier à s'habiller pour plonger. Allez au fond. Francis a changé de bateau après une avarie. Les plongeurs passent d'un bateau à un autre, d'un armateur à l'autre, sans véritable règle du jeu. L'essentiel pour tout le monde est de trouver du corail. Bon, le bonito, il est de ce côté-là, toi. Dans le 55-87. Ils sont dans l'est, on va essayer de le prendre dans l'ouest, le caillou là. Il y a 60 mètres en tête à peu près. Eux, ils sont sur un bon mur. Hein. Ok, alors ça. On est au combien là? Allez. Ouais, après. Hop, après. Tous les plongeurs recherchent les cailloux qui ont été oubliés depuis le début de l'exploitation. Mais les occasions sont rares et chacun récolte aujourd'hui les branches de corail qu'il jugeait autrefois trop modestes pour lui. Au début de l'exploitation, certains corailleurs remontaient parfois 15 à 20 kilos de corail et s'épuisaient à manœuvrer leur panier. Des milliers de plongées ont nettoyé les fonds. Les roches ont changé de couleur. Et Francis traque la moindre tache rouge. Ces rochers ont été visités à plusieurs reprises. Les corailleurs repiquent, c'est-à-dire repassent les uns derrière les autres. La plongée s'annonce mal. Malgré la visite de grottes sous-marines, Francis ne découvre que du petit corail qu'il ne ramasse pas. Pourtant, à quelques milles de là, les bancs de corail sont intacts car ils sont situés sur la route des cargos, aux portes de Gibraltar, ou dans des zones de courant trop fort. Ce sont de véritables sanctuaires. Pour Francis, c'est une plongée à vide.
Il y a des jours où il mieux rester couché. Hein. Des journées comme celle-là, il y en a de plus en plus souvent à Azila. Les premières rumeurs de départ commencent alors à circuler sur les quais et dans la ville. Chez Francis, on n'en parle pas encore, même si Cathy, sa femme, voit de moins en moins de corail lui passer entre les mains. Il y a 4 ans, les plongeurs pêchaient par journée, ça veut dire en une plongée, ils pêchaient 6 kilos. Maintenant, si tu fais 1 kilo par jour, c'est magnifique. Mais tu peux revenir avec 200 grammes ou 100 grammes ou avec rien. C'est là où est le problème. À cette époque-là, tu gagnais de l'argent, même si tu ratais 2 ou 3 jours dans le mois, tu avais fait la fête, tu t'en foutais. Que maintenant, tu ne peux plus te permettre ça. C'est un petit peu triste, c'est vrai. Les gens sont un peu renfermés chez eux. Les hommes restent plutôt chez eux pour réparer et entretenir leur matériel. Il y a moins d'argent pour s'équiper et l'heure est à la bricole. Il ne reste parfois que les souvenirs des années fastes d'Azila, à la fin des années 80. Francis et Cathy rejoignaient le clan des corailleurs qui venait de se former dans l'escale d'Azila. La fête, avec son cortège de filles et d'alcool, rythmait les nuits des corailleurs, quand l'argent se gagnait au bout de quelques plongées. La ville vivait son âge d'or, et les terrasses se paraient de rouge quand les plongeurs faisaient sécher le corail après des plongées fructueuses. Chez Francis, Cathy voyait souvent passer de la pacotille. C'est comme ça que les corailleurs nomment les branches exceptionnelles. C'était l'époque de l'argent facile et des arnaques. Quelques semaines après cette vente chez Francis, ce négociant a disparu à l'étranger, emportant avec lui près de 600 kilos de corail. La fin des années 80, c'était les années d'insouciance, bien avant les accidents et les nuages sombres qui allaient couvrir le ciel d'Azila. Il y a eu pas mal de jeunes qui sont venus travailler. Et entre 6 ou 7 jeunes plongeurs qui sont passés ici. Bon, sur les 6 ou 7 qui sont passés ici, il y en a eu encore 3 qui sont morts. Il y en a un qui est resté paralysé, il est paralysé à vie. Et ça vient du problème que, ici au départ, on a fait du corail sur des petits fonds, 45-50 mètres, où tout le monde était capable de plonger. Et quand on a commencé à prendre du fond, ces jeunes manquent d'expérience, manquent de métier. Et quand tu commences à prendre du fond en plongeant à l'air, tu ne peux pas te permettre l'erreur, ça ne pardonne pas. Et là, il y a de la casse, obligatoirement. Chaque année, plusieurs corailleurs font leur grande plongée sans fin, celle qui jette un voile sur la ville. Les accidents ont un bruit caractéristique, celui d'un concert funèbre de compresseurs qui tente désespérément d'alimenter en air un plongeur accidenté. Alors, le quai accueille des plongeurs, des marins et une veuve. Tout le monde, tous les plongeurs passent à côté de la catastrophe. Les accidents, bon, une oreille déséquilibrée, un manque d'air, un détendeur qui explose, ça ce sont des accidents matériels qui t'arrivent. Et à chaque fois tu passes à côté de la catastrophe.
À chaque fois. Ça arrive à tous les plongeurs. Bon, mais quand tu es habitué, et tu es conscient de ça, avec le métier, tu t'en tires bien. Tu arrives à t'échapper. Il devient dur d'y échapper quand le corail se pêche de plus en plus profond, quand l'expérience endort la vigilance. C'est à ce moment que les plongeurs tutoient la mort. Ce jour-là, pour le doyen des plongeurs d'Azila, Dadi, une mauvaise décompression, et c'est le drame. Dadi s'en sortira de justesse. Son accident n'a entraîné qu'une paralysie passagère. Mais ce n'est jamais bénin pour le plongeur, et cela nourrit des doutes chez les autres. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, peut-être demain, ça va être moi, toi. Et bon, bah, t'essaies d'analyser l'accident, et tu te dis, en fin de compte, oui, bon, bah, il aurait pas dû faire ça, et s'il a fait ça, moi, je le ferai pas. Et tu te rassures en te disant que à toi, ça t'arrivera pas. Et tu retournes dans l'eau, parce que si tu retournes pas tout de suite, tu redescends plus après. Et puis, il y a le corail. Et le corail, quand même, ça a une importance. Parce que tu te dis, ça t'attire. C'est un peu un aimant aussi. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, un corailleur, il retournera toujours. Hein, pour le corail. C'est une maladie, le corail, un peu. Hein. C'est un virus. Azila se soucie peu des vies sacrifiées pour le corail. Dans ce port ancestral, tant de pêcheurs ont disparu, que les accidents en mer font partie de la vie de la cité. Azila vit doucement entre ses marchés et son économie du tourisme. Les habitants regardent les plongeurs avec un certain détachement, étrangers à cette fièvre du corail, qui ne quitte jamais celui qu'elle a visité. Comme Francis, Marco ne se débarrasse pas de cette fièvre, même si lui renonce à plonger pour l'instant, après plusieurs greffes médicales. Je n'arrête pas ici sans rien faire. Bien sûr, je travaille sur mon bateau, je bricole, mais dans le même temps, j'écoute les nouvelles. J'ai contacté beaucoup de pêcheurs, je suis monté jusqu'à la Mauritanie, je suis monté jusqu'à Dakar. J'étais à 1200 km par Dakar, j'étais presque au Sénégal, pour contacter des montes. Il y a la mer ici c'est inconnu, personne il a posé la tête dans l'eau. Il faut tout découvrir. Je reste sur place, l'endroit il est bon aussi, il y a le climat, il y a tout, la mer. Mais surtout, parce que ça arrive que c'est presque sûr qu'ils vont découvrir une zone tout neuve. Il y a des corails, un endroit vierge. Et moi, je suis déjà sur place. Les jours de grand vent, les plongeurs réparent leur matériel ou traquent le corail ailleurs. Francis accompagne Marco à Ben Younes, à 3 heures de route d'Azila. Des rumeurs circulent sur de récentes découvertes de corail. Durant l'époque coloniale espagnole, les baleines qui empruntaient le détroit de Gibraltar étaient pêchées et dépecées dans le village de Ben Younes. Aujourd'hui, l'ancienne baleinière tombe doucement en ruine. Marco connaît bien les lieux. Il avait plongé ici il y a plus de 20 ans en pirate, sans autorisation. À cette époque, Ben Younes était le tout premier site de pêche au corail du Maroc. Dans la région, les habitants prétendent que les Romains l'avaient déjà exploité à de faibles profondeurs. Je vais première fois en apnée. Moi, je ne sais pas que je plonge profond. 9-10 mètres, il y avait déjà du corail. Pas valable au niveau de ouais, pour commercialiser,
Le village ne vit plus que de contrebande, avec l'enclave espagnole de Ceuta, derrière la crique. Trafics en tout genre. Seule une poignée de pêcheurs continue à alimenter le village en poissons. Les gens d'ici racontent une histoire à propos des corail. C'était un couple, c'était un amour, et les familles ne sont pas contentes. Juliette et Roméo, à peu près. Lui, il est tellement désespéré. Il s'est tiré à l'eau, sur les cailloux. Tout le sang qu'il est sorti, il a donné les couleurs, les rouges pour les corail. La mer recèle peut-être encore de l'or rouge, du morjan. C'est ce que Francis et Marco sont venus demander aux pêcheurs. Morjan. Tu connais Morjan? Les Morjan. 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 مرزا نقول لك شي واحد يبقى كي انا ما كنعرفش اسبانيول ولا محمد Ça c'est lui. C'est des corals. C'est des corail. Fignome. مرجان. الشبكه ديال الحوت كيوقف في الشبكه ديال الحوت وكيتهرس وكيطلع. Arrête. T'as compris? T'as compris ce qu'il a dit? Esto lo coe con la rete. Con tremaglio. Ah, avec le filet pour les langoustes. Le filet accroche les rochers. Il y en a beaucoup. Tu en prends une fois de temps en temps ou tous les jours? Non, non, pas tous les jours. Pas souvent. Toujours au même endroit? Non. Partout devant, là. Tu penses qu'il y en a de plus grands? Non, je ne pense pas. Allez à Asila. Asila, il semble aujourd'hui qu'il n'y en ait presque plus. Avant, oui. Le corail d'Asila était très grand. C'est vrai qu'à Asila, les pêcheurs accrochent de moins en moins de corail dans leurs filets. Pourtant, ils représentent pour ces hommes une source de revenus complémentaires. Ce sont eux, et non les plongeurs, qui vendent leurs récoltes aux bijoutiers d'Asila. Quand leur filet révèle un rocher prometteur, il s'ensuit parfois de surprenantes négociations, comme celle qui réunit un patron pêcheur avec Marco. Combien tu demandes pour ton information? 20 millions. Pour 20 millions, je donne l'emplacement de cette roche. Tu as le point exact? Je l'ai relevé, oui. S'il y a du corail, on te paye, mais s'il n'y a pas de corail, on ne paye rien. Il n'y a pas de problème. C'est dans votre zone de plongée. Je suis le seul à connaître l'endroit. Tu peux partir chercher avec une sonde. Avec beaucoup de chance, tu pourras trouver. En tout cas, cet endroit, je le vendrai, mais je ne le donnerai à personne. Les corailleurs hésitent à investir pour acheter des lieux de pêche. Mais ces informations optimistes décident quelques-uns, comme Francis, à rester exploiter la zone. Ciao Francis. Ciao Marc. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Pour découvrir d'autres filons d'or rouge, il faut seulement s'organiser et trouver comme Marc, l'ancien coéquipier de Francis, des moyens pour les localiser. Mais tu vois, avec cet appareil, on a toute la zone du détroit ici. Là. Ici, on a Gibraltar. Et nous, on se trouve ici, là, à Asila. Tous ces points-là qui apparaissent, maintenant, c'est toutes des plongées qu'on a effectuées nous. Et aussi, l'avantage, c'est que quand je passe à côté des bouées d'autres bateaux, ou dans la zone où travaillent d'autres bateaux, je le mets en mémoire. Et comme ça, je sais, bon, cette zone-là, elle est travaillée par tel bateau. Tu vois, là, les points sont regroupés. Donc là, sûrement, il y a du corail. Il existait déjà. Alors, moi, le but, ça va être, par exemple, tu vois, la croix là, je vais essayer d'exploiter par ici. Parce que je vois que c'est un peu délaissé. C'est comme un jeu électronique de gosse, tu vois le bateau qui se déplace, tu vas un peu par là, un peu. C'est la même chose, tu l'envoies où tu veux, si tu veux, parmi les points déjà exploités.
C'est ça qui est intéressant. Et je sais que cette année, ça nous a servi... On a fait au moins la moitié de la saison grâce à l'appareil, hein, parce que la zone étant très travaillée. Mais à l'approche de l'hiver, la plupart des corailleurs ont déjà quitté Azila. Dadi se remet de son accident de plongée et regarde partir les nomades de la mer, les compagnons d'un temps. Après 8 années de pêche, il ne reste plus beaucoup de corail à Azila. Il est de plus en plus difficile à pêcher. Il faut descendre à plus de 80 mètres pour le trouver. En une journée, on parvenait à pêcher 5 à 7 kilos. Tout le monde y trouvait son compte, les armateurs et les plongeurs. Aujourd'hui, avec un seul kilo, c'est trop difficile. Alors beaucoup d'entre eux sont partis à la recherche d'autres sites. Certains sont allés à Cadiz, en Espagne. On y aurait trouvé du corail, mais on n'est pas sûr. Il y en a même qui sont partis travailler en Algérie. Et en Grèce aussi. Pour nous qui restons, si Dieu le veut, on espère trouver rapidement un nouveau filon. Pour la famille de Francis, l'heure est aussi au départ. Les valises sont toujours prêtes et il faut envisager rapidement une prochaine escale sur la route du corail. On vit ici avec le corail et tout, c'est chouette, c'est bien, mais maintenant c'est fini, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus rien. Et justement, Solène, par exemple, ce n'est plus un bébé, maintenant c'est une petite fille, maintenant elle parle arabe, elle va à l'école, on était tout à l'heure à l'école espagnole, elle parle espagnol aussi, le français. Bon, ce serait bien en fin de compte que si un jour on part, elle en profite, qu'elle puisse apprendre encore plein de choses et que, en fin de compte, tous les trois, avec mon mari, on apprenne des choses différentes, avec d'autres gens. Bon, on va voir les coursiers. Oui. Déjà, de Tétouan à Monte Ceuta, même motif, tout ça, ça a été travaillé, il y a du corail, mais petit. Maintenant, on a fait toute la zone d'Azila, en remontant jusqu'ici. Et là, bon, ça commence à devenir un peu rare. Hein. Alors, vu qu'il y a du corail maintenant sur l'Atlantique, que toute cette côte de Méditerranée a été nettoyée, je pense qu'on va essayer de descendre carrément dans le sud, en coupant la pointe, et faire la zone entre Tarfaya et Darla. Oui, mais c'est tout ça, il n'y a pas de port. Comment sont les villes? Les villes, Laayoune, bon, Laayoune c'est une ville assez importante quand même. Hein. Et là? Le commerce, Darla aussi. Tout ça, c'est le Sahara en bas, non? Ça, c'est le Sahara. Toute cette zone, c'est le Sahara. Toute cette zone de couverture, ouais. Ici, on remonte, ici, on retombe sur Tam Tam. Et alors, comment c'est les maisons, les écoles? Les écoles, je pense que si on travaille par là, les femmes, vous resterez basées sur Laayoune. Ça nous coûtera moins cher, il n'y a pas de magasin à courir. L'éclat de l'or rouge a illuminé les siècles depuis l'Antiquité. Mais aujourd'hui, le métier de plongeur s'éteint. Il ne reste que quelques dizaines de corailleurs dans le monde. Le métier se ranime parfois au gré de nouveaux filons qui attisent la fièvre du corail. Comme un irréductible nomade de la mer, Francis a le désir une fois de plus de rompre les amarres et de poursuivre sa route, en y entraînant sa famille. Francis y amasse une richesse que sa fille conserve au fond des yeux, un chapelet d'escales rouges comme le corail, sur le fil d'une vie sans attache.
Pour les habitants d'Asila, le corail aura été une parenthèse dans une histoire discrète. Et derrière ces remparts, la ville redeviendra l'oublié. L'escale d'Asila aura duré longtemps pour les plongeurs. Une escale de sueur et de sang, mais une escale de plus dans une vie de liberté. Tu te fais un peu la vie que tu veux, toi. Bon. L'argent, ouais, on vit bien. Et on vit mal en même temps, parce qu'on n'en profite pas. On est pris 7-8 mois sur le métier, 10 mois, 11 mois par an. On est tenu par les conditions météorologiques, donc tu te dis, je ne peux pas me partir en vacances, je ne peux pas faire ceci, parce qu'il faut que je travaille. Et tu es toujours tenu par ce putain de corail, comme on dit. Et tu te tiens là, parce que tu te dis, si je loupe une journée... On gueule après l'usine, mais c'est pire que l'usine, c'est plus prenant que l'usine, le corail. Hein. Et à la fin du compte, tu t'aperçois que tu as passé ta vie à quoi? Au corail. Et c'est lui qui t'a bouffé. Hein. Il t'a bouffé. Il t'a bouffé. Mais t'en es content, hein. Attention, c'est pas que t'en tires une amertume, hein. T'en es content, t'en es content. T'as les gens qui partent en vacances, qui vont se balader ou n'importe quoi. Toi, t'es sur la mer tous les jours, bon, t'es content de ton sort. Cette liberté d'action que j'ai dans ce métier, je la paye cher. Mais je la paierais encore plus cher s'il fallait que je la paye plus cher, bien sûr. C'est un métier de liberté, ça n'a pas de prix. Un corailleur, il a le corail. Il n'y a pas de pays. Hein. Il n'a pas de pays. Le seul pays qu'il a, c'est là où est le corail. Pour lui, il n'y a pas de frontière.